Au Sahel, deux chiffres s'entrechoquent et fissurent le décor. Des milliards extraits du sol et des villages qui comptent que les coupures d'eau et d'électricité. Dans ce récit, plus l'or et l'uranium quittent la région, plus la peur semble rester, comme si la richesse partait d'un côté et la sécurité de l'autre. Alors, que signifierait pour votre propre avenir un basculement où le nom d'Ibrahim Traoré devient le centre d'un débat sur ce qui rend vraiment un dirigeant dangereux? Derrière ce nom, le texte promet de suivre une mécanique précise, scène après scène, loin des slogans. Le récit que vous allez suivre fait une promesse précise. Éclairer les mécanismes, non les mythes, et montrer comment quelques leviers, ressources, monnaies, alliances, structurent l'ensemble des tensions qui entourent aujourd'hui le Sahel. La valeur de cette promesse tient en un bénéfice simple, formulé en une douzaine de mots. Comprendre comment une rupture politique devient un test pour tout un système. Ce texte place le lecteur devant un enjeu immédiat. Si les logiques sur les décrites sont exactes, elles déterminent non seulement la stabilité d'un pays, mais aussi le coût supporté par ceux qui vivent hors des capitales, là où l'on ressent d'abord les ruptures d'approvisionnement, les coupures d'électricité et l'usure des institutions. Une question s'installe alors. Si les mêmes schémas ont frappé Lumumba et Sankara, qu'est-ce qui garantit qu'ils ne se réactivent pas aujourd'hui sous d'autres formes? La promesse de la suite n'est pas de trancher pour un camp, mais de rendre visible une mécanique qui traverse les discours, les sanctions, les alliances régionales et la capacité réelle d'un État à reprendre la main sur ses leviers essentiels. Deux éléments se mettent ensuite en place. D'abord, l'idée que ce récit ne parle pas seulement d'un dirigeant contesté, mais d'un système où les mêmes logiques semblent revenir. Ensuite, un chiffre présenté comme pivot, près de 70 millions de personnes, pourraient être concernées si l'alliance sahélienne se consolide. Ces deux éléments, mis ensemble, ouvrent une interrogation. Lorsque les rapports de force se déplacent, qui absorbent le choc et qui redoutent l'exemple incarné par un acteur comme Ibrahim Traoré, à partir de là, la narration remonte vers des précédents soigneusement sélectionnés. Lumumba en 1961, puis Sankara en 1937. Le propos ne s'attarde pas sur les détails historiques. Il esquisse une même logique, selon laquelle chaque fois qu'un dirigeant touche au rapport de richesse ou perturbe les circuits d'extraction, un étau extérieur se referme. Ce schéma sert ensuite de filtre pour lire la situation du Burkina Faso. Un pays décrit comme prisonnier d'une démocratie vendue comme liberté, mais vécue comme piège, où l'on vote, où l'on applaudit, où l'on attend, tandis que les conditions de vie s'effritent et que les richesses quittent le territoire. Pour ancrer ce cadre abstrait dans le quotidien, le texte introduit Ousmane, 58 ans, enseignant à la retraite devenu vendeur de pièces de rechange afin d'acheter du riz. Son rôle escalaire, donner un visage à la dégradation silencieuse. Mandat après mandat, il observe des écoles sans livres, des hôpitaux sans médicaments, une armée sans munitions. L'image contrastée revient souvent. Des groupes armés sur des motos neuves, tandis que des soldats reculent faute de moyens. La question implicite demeure: à quoi sert un bulletin de vote s'il n'arrête pas une balle? Cette mécanique prépare l'entrée d'une seconde rupture, janvier 2022, présentée comme un premier basculement applaudi parce qu'il promettait la sécurité. Puis, en septembre, un ajustement plus brutal. Un capitaine jeune, poussiéreux, parlant la langue de la caserne plutôt que celle des tribunes diplomatiques. C'est ici qu'apparaît à nouveau Ibrahim Traoré, associé non à une prise de pouvoir abstraite, mais à une fonction, incarner la légitimité de l'action face à l'épuisement d'un modèle. Le récit installe Ousmane comme guide narratif, non pour lui attribuer une autorité politique,
mais pour faire sentir ce que signifie vivre dans un pays où la routine s'effrite. À travers lui, la politique cesse d'être un débat théorique. Elle devient une série de gestes simples, dictés par la survie. 2 scènes brèves suffisent à mesurer cet impact précoce. Dans la première, la capitale gonfle sous l'arrivée de personnes fuyant l'insécurité. Les voisins disparaissent, les rues changent de rythme, et les nuits portent une inquiétude diffuse. Ousmane observe cet afflux comme un miroir. Si des milliers quittent leur village, c'est que la ligne de front avance plus vite que les solutions promises. Ici, l'effet est double. Montrer l'usure quotidienne et rappeler que la rupture de janvier 2022 fut applaudie parce qu'elle semblait offrir un répit. La deuxième scène conduit le lecteur vers la caserne. Et le front. L'armée, entraînée par des conseillers étrangers, manque pourtant de moyens. Les groupes armés, eux, disposent d'un équipement plus récent. Ce contraste installe la logique qui sous-tendra tout le récit. Une légitimité fondée non sur des procédures, mais sur la capacité à agir de manière visible. Chaque jour devient alors un référendum silencieux, mesuré non par les discours, mais par les résultats concrets. Ces 2 tableaux esquissent une première réponse à la question. Tant que la sécurité ne progresse pas, le récit s'effondre rapidement et la population retourne à la seule boussole qu'elle possède, la possibilité, ou non, de vivre une nuit sans peur. Le récit présente la séquence des événements comme une mécanique tendue où chaque bascule est une réponse à une fatigue accumulée. La première impulsion apparaît avant même janvier 2. Des villages menacés, des services publics quasi à l'arrêt, une armée qui recule, faute de moyens. Le contraste se durcit entre un pouvoir civil célébré à l'étranger et une population qui vit l'insécurité comme une règle nouvelle. L'attente se déplace. Moins de procédures, plus de protection immédiate. Quand la rupture de janvier survient, elle n'apparaît pas comme un caprice militaire, mais comme une tentative de reprendre la main sur un pays qui dérive. Ce premier choc crée une attente fragile. Si la sécurité revient, la rupture sera pardonnée. Si elle échoue, elle sera rejetée. Pourtant, au fil des mois, la situation ne s'améliore pas. Le successeur, décrit comme porteur d'un nouveau départ, reproduit ce que le texte appelle l'erreur fatale. Conserver les mêmes alliances, écouter les mêmes signes conseillés, laisser les mêmes portes ouvertes. Résultat, les attaques continuent, l'insurrection se propage, l'espoir se fissure. La rue observe que les visages changent, mais non les mécanismes. C'est alors que septembre 2022 surgit. Même scène médiatique, annonce à la télévision nationale, mais atmosphère différente. Des soldats jeunes, poussiéreux, revenus du terrain. Cette mise en scène prépare la deuxième bascule. Cette fois, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui franchit l'écran. Non avec le langage diplomatique, mais avec la frustration brute de la caserne. Dans la logique du texte, son arrivée ne symbolise pas seulement un changement d'uniforme. Elle traduit un déplacement du centre de décision, depuis les salons officiels vers les lignes de front où tombent les camarades. La réplique extérieure est immédiate. Les médias occidentaux qualifient l'événement de « coup d'État dans le coup d'État », insistant sur le chaos, la fragilisation institutionnelle et le risque d'isolement diplomatique. À l'intérieur, la lecture diffère. La rue voit une correction, presque une réclamation. Le récit oppose ces 2 cadrages pour installer un dilemme central. Pour l'extérieur, la légitimité vient de l'urne. Pour une population qui endure l'insécurité, elle vient de l'action. Le texte insiste ensuite sur un signe visible. Les drapeaux multiples dans les rues, ceux du Mali, du Niger, de la Russie, agités à côté de celui du Burkina Faso. Ce geste, selon la narration, n'est pas un folklore, mais un rejet d'un système accusé d'avoir échoué. Un avertissement apparaît alors. Un dirigeant qui cesse d'écouter l'ambassade et commence à écouter la rue devient une menace, non seulement politique, mais financière. La séquence se ferme sur une promesse méthodique. Suivre l'argent,
nommer les mécanismes et analyser comment une alliance régionale pourrait agir comme un bouclier contre les pressions. Le récit propose ensuite un point de départ très net. Selon lui, environ 90% des bénéfices issus des mines industrielles du Burkina Faso auraient, pendant des décennies, été captés par des sociétés étrangères. Ce chiffre est posé comme une répartition installée, presque routinière, où la valeur s'extrait mais ne revient que faiblement vers l'État. Et l'idée suit immédiatement. Toute tentative de renégociation crée un choc mécanique pour les acteurs habitués à ce partage. Cette proportion expliquerait pourquoi la moindre réforme déclenche une tension immédiate. À partir de là, le texte déroule une première mécanique. Un système où les communautés proches des sites miniers vivent la poussière et le cyanure, sans que les retombées économiques les accompagnent. Le récit ne prétend pas mesurer les gains réels, mais décrire une dissymétrie structurelle. L'extérieur encaisse les bénéfices, l'intérieur absorbe le risque. Un autre repère est alors posé. 70% de l'électricité française provient du nucléaire et une ampoule sur 3 serait alimentée par de l'uranium extrait au Sahel, principalement au Niger. Le contraste surgit aussitôt. Dans certains villages proches de ces zones d'extraction, près de 40% de la population n'aurait pas accès à l'électricité. L'image est simple. Un usage massif d'un minerai stratégique par un pays européen, tandis que l'espace d'extraction manque d'infrastructures locales. Ce contraste souligne une circulation inégale de l'énergie et de la valeur. Ici, la mécanique du récit se renforce. Le Sahel apparaît comme une source vitale pour un système extérieur qui dépend de son uranium, sans que l'espace d'extraction en retire des gains équivalents. Le texte n'essaie pas de prouver la proportion exacte. Il met en tension deux réalités matérielles pour éclairer l'argument central. La valeur monte vers le nord, l'obscurité reste au sud. Le texte introduit ensuite la question monétaire. Pendant des décennies, les pays du franc CFA devaient conserver 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ce chiffre est présenté comme une règle institutionnelle héritée de 1945, non comme une anomalie ponctuelle. Et l'hypothèse d'une rupture est aussitôt évoquée. Si ces pays décidaient de s'en détacher ou d'adopter une monnaie commune au sein de l'Alliance des États du Sahel, le mécanisme entier serait bouleversé. Cette contrainte monétaire limiterait directement la marge budgétaire nationale. La narration utilise ce repère, non pour annoncer une révolution monétaire, mais pour montrer comment une simple modification d'architecture peut bousculer l'équilibre extérieur. La dépendance monétaire devient une scène supplémentaire dans la mécanique plus large. Si les leviers se déplacent, les réactions se multiplient. En alignant ces trois chiffres, bénéfices miniers, dépendance énergétique, réserve monétaire, le texte organise une démonstration simple. Une répartition ancienne, un déplacement envisagé, puis une conséquence probable. Aucun de ces repères ne promet un avenir. Ils servent plutôt à ordonner la logique du récit. L'objectif est clair. Si chaque secteur repose sur une tension, alors tout déplacement produit une instabilité, et toute tentative de rupture invite une réponse extérieure. Le texte organise ensuite un affrontement d'arguments autour d'un noyau unique, la rupture initiée au Burkina Faso. D'un côté, une lecture souvent relayée à l'extérieur insiste sur l'instabilité que provoquerait un pouvoir né dans la caserne. Selon cette lecture, un changement porté par de jeunes soldats revenus du front fragilise les institutions et crée trois risques majeurs: un isolement diplomatique graduel, une dépendance accrue à de nouveaux partenaires militaires et la possibilité que les chaînes d'approvisionnement essentielles soient perturbées. Le texte ne caricature pas cette position. Il reconnaît que les sanctions, les coupures et les pressions peuvent peser lourd, surtout dans un pays où chaque rupture logistique devient immédiatement visible. De l'autre côté, la logique interne du récit repose sur une légitimité par l'action. Ici, l'urne n'est pas niée,
mais jugée insuffisante lorsque les écoles manquent de livres, les hôpitaux de médicaments et les soldats d'une solde de munitions. La population, dans cette lecture, applaudit moins un uniforme qu'une promesse de protection immédiate. Les scènes introduites, motos neuves des groupes armés, soldats reculant faute de moyens, nuits marquées par l'incertitude, construisent un cadre où la sécurité quotidienne devient l'unité de mesure centrale. Et si l'on cherche à tenir ensemble ces deux visions, on n'obtient qu'une conclusion plus équilibrée. Reconnaître les risques réels évoqués par les observateurs extérieurs, tout en rappelant que la mécanique décrite ne peut être comprise sans intégrer les chiffres rappelés plus tôt. 90% de bénéfices miniers captés à l'extérieur, 70% d'électricité nucléaire française liée à un uranium extrait ailleurs, 50% de réserves monétaires placées hors du pays. La thèse finale ne promet pas que la rupture soit durable. Elle affirme seulement que, selon ce récit, le statu quo comportait sa propre fragilité, peut-être plus profonde encore. Le texte affirme qu'à ce stade, la rupture ne se lit plus seulement dans les discours, mais dans la manière dont trois États, Burkina Faso, Mali, Niger, décident de refermer ensemble les failles qui facilitaient jusqu'ici les pressions extérieures. Il décrit une translation du centre de gravité régional, un bloc en formation qui modifie les calculs habituels. L'alliance AES n'est plus décrite comme un simple pacte défensif, mais comme un instrument de recomposition, capable d'absorber certaines sanctions en redistribuant les routes, les flux et les réactions. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît non comme figure solitaire, mais comme relais d'un alignement inédit où les frontières cessent d'être des lignes de fragmentation. Rien n'est garanti, mais l'existence même de cette coordination élargit le périmètre des enjeux. Une scène condensée sert de point de bascule. Si l'un des trois pays subit une pression économique, les deux autres maintiennent l'approvisionnement. Si une capitale est menacée, la réponse devient collective. Ce n'est pas une promesse d'efficacité, mais une modification du cadre général. Le récit place ce moment comme celui où la rupture locale devient un phénomène régional. Le récit déploie ensuite des conséquences concrètes en 4 sphères distinctes: l'État, les entreprises locales, les citoyens et l'environnement régional, afin de montrer comment une rupture politique dégagée de ces slogans se traduit en réalités multiples. La présence d'Ibrahim Traoré sert de fil conducteur discret, non pour célébrer un homme, mais pour mesurer comment un changement de méthode modifie la distribution des impacts. Du côté de l'État, le texte souligne un paradoxe. L'appareil public se retrouve simultanément renforcé et mis sous pression. Renforcé parce qu'il tente de reprendre le contrôle de leviers stratégiques. Sécurité, contrats miniers, politique monétaire, longtemps fragmentée. Sous pression, parce que chaque mouvement entraîne une réaction rapide. Sanctions, ralentissements administratifs, blocage d'aide, perturbations dans les circuits d'importation. Le récit insiste sur une règle simple. Tout État qui rompt avec ses dépendances devient plus vulnérable avant de devenir plus autonome. La fragilité fait partie du processus. Du côté des entreprises locales, la dynamique est plus hétérogène. Certaines, agriculture, petits commerces, services essentiels, profitent d'un regain d'attention de la part des autorités, car elles deviennent indispensables pour absorber les chocs extérieurs. D'autres, en revanche, subissent immédiatement l'incertitude. Fluctuations monétaires, hausse des coûts d'importation, difficulté à sécuriser des partenariats internationaux. La rupture ouvre des opportunités, mais ne garantit aucun dividende rapide. Le texte met en avant une tension structurante. L'économie locale doit apprendre à respirer sous contrainte. Du côté des citoyens, la logique s'individualise. Le récit rappelle que les coupures d'électricité, les tensions sur les denrées ou les ruptures de services ne sont pas des abstractions. Elles s'inscrivent dans la vie quotidienne et deviennent partie prenante d'un prix de la liberté, selon les termes employés dans le texte source. La population accepte provisoirement ces sacrifices non par adhésion aveugle, mais par conviction que la dépendance coûterait davantage encore.
Les initiatives communautaires, entraide, mobilisation, collecte de soutien logistique sont présentées comme un ciment social inattendu. Du côté de la région, l'effet le plus marquant concerne la recomposition des équilibres sahéliens. L'AES n'est plus une idée, mais une architecture de réponse partagée. Coordination sécuritaire, maintien des flux, malgré les sanctions, message unifié face aux pressions. Le texte insiste sur un point. Plus l'alliance devient visible, plus les contre-mouvements extérieurs se renforcent. La fragmentation, outil traditionnel des puissances influentes, devient plus difficile à exploiter. Le Sahel commence à se comporter comme un bloc cohérent, modifiant les marges de manœuvre de chacun. Ainsi, les conséquences décrites ne forment pas une chaîne linéaire, mais un faisceau d'effets simultanés. Le rôle attribué à Ibrahim Traoré sert à illustrer comment un changement de centre décisionnel peut réorienter, même brièvement, la circulation du risque et de la résilience. Le texte propose enfin 3 trajectoires, possibles pour les mois à venir, non comme des prédictions, mais comme un outil pour mesurer les tensions qui traversent encore le Burkina Faso et l'ensemble sahélien. Chaque scénario reflète une dynamique déjà esquissée dans le récit, et chacun s'accompagne d'un coût potentiel ainsi que d'un degré de résilience différent. L'ensemble doit être lu comme un système ouvert. Aucun résultat n'est figé. Chaque action appelle une réaction. Dans une première trajectoire, la sécurité intérieure progresse lentement grâce à une coordination plus efficace entre armées, volontaires, air et services locaux. L'alliance AES continue de fonctionner, mais ses chantiers économiques, circulation monétaire, harmonisation minière, corridors protégés, avancent moins vite que prévu. Les sanctions demeurent, mais elles s'assouplissent légèrement, suffisamment pour éviter un étranglement prolongé. L'État regagne un peu de marge, sans parvenir à stabiliser toutes les chaînes d'approvisionnement. Le Burkina Faso devient plus autonome, mais reste vulnérable à tout choc extérieur. Cette trajectoire repose sur un équilibre instable, réussir suffisamment pour éviter l'effondrement, sans atteindre la force nécessaire pour imposer un rythme régional. Dans une deuxième trajectoire, les avancées sécuritaires deviennent plus visibles. Certaines zones reviennent sous contrôle. L'AES accélère ses projets. Mobilité commune, cadre minier aligné, réponse rapide aux sanctions, optimisation des routes commerciales. La région attire l'intérêt d'autres États désireux de réduire leur dépendance. Le Burkina Faso occupe alors un rôle pivot, non seulement militaire, mais économique. La dynamique crée une forme de stabilité ascendante, où les pressions extérieures perdent de leur effet immédiat. C'est la trajectoire la plus ambitieuse, mais aussi celle qui nécessite la coordination la plus solide. Dans une troisième trajectoire, les contre-mouvements décrits dans le texte. Sanctions ciblées, coupures d'électricité, rumeurs orchestrées, perturbations logistiques prennent l'avantage. L'insécurité ralentit les actions de l'État, l'économie se contracte, l'AES perd de sa cohésion. La priorité devient la survie institutionnelle. Les anciennes dépendances réapparaissent sous une forme renouvelée. C'est la trajectoire la plus redoutée, parce qu'elle réinstalle les logiques que la rupture voulait justement dépasser. Au fond, ces 3 trajectoires montrent que l'enjeu n'est pas de prévoir, mais de comprendre comment chaque décision modifie la résistance ou la vulnérabilité du système. Le récit quitte ici les cartes géopolitiques pour revenir vers 3 types de lecteurs. Celui qui vit dans la région, celui qui observe depuis la diaspora, et celui qui suit le Sahel à travers les médias internationaux. L'objectif n'est plus de décrire des mécanismes, mais de montrer comment ces mécanismes se traduisent, très concrètement, en émotions, en gestes quotidiens et en choix individuels. Pour celui qui vit sur place, la question centrale demeure la continuité de la vie quotidienne, les coupures d'électricité, la tension sur les biens essentiels, les allers-retours. Les allers-retours entre espoir et d'inquiétude structurent une routine heurtée. Le texte insiste sur un point.
La peur nocturne n'est pas une abstraction, c'est un poids constant. Mais il existe aussi une détermination discrète, celle de maintenir les solidarités locales, de s'informer régulièrement, de protéger les réseaux de voisinage. Deux gestes simples émergent, rester attentif et rester relié. Pour celui qui vit loin, souvent dans la diaspora, l'impact est plus diffus. L'information qu'il reçoit passe par des filtres. Cadrage extérieur, commentaires polarisés, récits fragmentés. Le texte suggère deux pratiques utiles. Vérifier les sources avant de partager et encourager des discussions qui dépassent les images sensationnelles. Suivre la situation sans alimenter la polarisation devient une forme de responsabilité. Pour celui qui observe de l'extérieur, depuis un pays non impliqué, le récit rappelle que les dynamiques sahéliennes ne sont jamais isolées. Elles influencent les prix, les politiques migratoires, les coopérations sécuritaires et les équilibres énergétiques. Comprendre cela revient à replacer chaque événement dans une chaîne longue plutôt qu'à réagir au coup par coup. Ainsi, cette section cherche à transformer la lecture passive en attention mesurée, afin que chacun puisse naviguer dans un sujet chargé sans se perdre dans les récits extrêmes. Le texte affirme qu'aucune rupture ne tient par l'élan, elle tient par une méthode. Ici, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas présentée comme une solution unique, mais comme un point d'appui autour duquel un système doit se structurer pour survivre aux pressions extérieures et aux fragilités internes. Le récit propose alors 5 étapes successives, pensées comme des séquences mesurables plutôt que comme des promesses. D'abord, sur les 2 premiers mois, l'État concentre l'effort sur les corridors vitaux, routes d'approvisionnement, hôpitaux, marchés. Les communautés renforcent l'entraide. On le verrait à une réduction des ruptures de services critiques et au maintien des stocks médicaux de base. Ensuite, entre 1 et 4 mois, les autorités, les médias locaux et les relais civiques diffusent des points sobres et vérifiables afin de contrer les rumeurs. On le verrait à une baisse des paniques locales et à une cohérence accrue des messages officiels. Puis, entre 2 et 6 mois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger synchronisent frontières, logistiques et réponses aux sanctions. On le verrait au maintien des flux commerciaux régionaux, malgré les pressions. Après cela, entre 3 et 9 mois, viendrait l'audit des contrats, la définition de normes minimales de retombées locales et une transparence progressive. On le verrait à des règles plus claires et aux premiers signes de redistribution. Enfin, entre 6 et 12 mois, l'enjeu serait de réinvestir dans les écoles, la santé, l'administration, tout en renforçant une surveillance civique de la corruption. On le verrait à des services publics plus réguliers et à une confiance moins volatile. L'idée centrale est de transformer une mobilisation en système, afin que l'expérience survive aux chocs et aux hommes. Le récit revient à Ousmane, figure discrète qui traverse toute la narration comme une boussole humaine. Rien, dans son existence, n'a l'éclat des grandes tribunes diplomatiques. Pourtant, c'est à son niveau que tout se mesure. Sa fatigue n'est pas un symbole, c'est une mémoire vécue, faite d'élections répétées, d'attentes prolongées, de nuits comptées plus que les promesses. Lorsque les ruptures surgissent, il ne les juge pas à l'aune des slogans, mais à celle de sa capacité à vivre un lendemain habitable. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure mythifiée, mais comme un test. Une rupture peut-elle devenir autre chose qu'un moment? Le texte souligne un danger intérieur, plus silencieux que les sanctions. Lorsque l'on transforme un dirigeant en icône parfaite, le peuple observe au lieu de construire. Or, la mécanique décrite exige l'inverse. Des administrations qui résistent, des citoyens qui soutiennent, des solidarités qui comblent les vides lorsque le prix du riz augmente. C'est ici que le motif se referme. Ousmane ne demande pas un héros, il demande une vie praticable. Et si la rupture doit durer, elle devra devenir une routine, pas une légende. Le récit se clôt non sur un mot d'ordre, mais sur une invitation à regarder au-delà des visages pour comprendre les mécanismes. Il décrit donc un espace où la dignité collective se joue
dans la manière dont un système distribue les ressources, impose ses règles et protège, ou non, ceux qui vivent loin des centres décisionnels. Ici, aucun héros n'est requis. Ce qui compte, c'est la capacité à lire lentement, à vérifier avant de relayer, à résister aux récits uniques qu'ils viennent d'un enthousiasme militant ou d'un cadrage dominant. La séquence sahélienne dépasse un pays. Elle interroge la façon dont les alliances, les monnaies et les contrats structurent des décennies de dépendance. Suivre cette histoire avec mesure, c'est accepter de tenir ensemble symboles et structures, sans confondre l'un avec l'autre. C'est aussi reconnaître que chaque lecteur, selon son ancrage, peut transformer son attention en geste responsable. Alors, face à ces mécanismes qui se dévoilent, quelles questions souhaitez-vous garder ouvertes pour continuer à lire ce type d'histoire avec lucidité ?